Et puis, c'est très important, je vais dire juste un mot rapide, pour les jeunes, d'avoir ces présentations. On va les revoir aussi en replay, parce que c'est des sujets qu'on ne traite pas tous les jours, surtout pour les jeunes, mais qui sont très importants pour notre parcours de soins. On va passer à l'intervention suivante avec Monsieur Guy Valencien. Qu'attendre des futures écoles de chirurgie? Comment accréditer les opérateurs? Bonjour à tous, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Parfait. Alors, je vais répondre aux deux questions. Euh, la première, ce sera le qu'attendent des écoles de chirurgie. Il y a une chose qui a manqué, je pense, aujourd'hui, c'est que le métier de chirurgien va éclater. Il va éclater sous la pression à la fois des personnels infirmiers, des IPA chirurgiennes et chirurgiens qui vont arriver sur le marché, comme en Angleterre, où on a des nurses surgeons qui opèrent sans aucun contrôle du chirurgien, notamment dans de la chirurgie superficielle. Je pense par exemple à la chirurgie du testicule et de la bourse, des vasectomies, des cures d'hydrocèle et des orchidectomies. Il n'y a aucune raison d'obliger l'opérateur à faire 12 ans ou 14 ans d'études pour ce type de chirurgie. La deuxième chose, c'est demain, nous allons avoir des ingénieurs opérateurs qui seront autant formés sur la machine que sur l'anatomie et la physiologie et qui auront à opérer sur une aire anatomique donnée avec un robot donné. Et quand ils changeront d'aire anatomique s'il le faut, ils réapprendront. Et quand ils changeront de robot, ils réapprendront, comme les pilotes. Et que restera-t-il aux chirurgiens? Ce que disait Jean Moreau, notre collègue digestif aujourd'hui décédé, probablement le chirurgien sera celui de l'urgence, ou celle de l'urgence, qui assurera les péritonites, les occlusions, les hémorragies internes, les polytraumatismes. Mais le métier va éclater sous la pression à la fois de la technologie et à la fois des personnels type IPA. J'en suis convaincu et on a intérêt à s'y préparer et à faire en sorte qu'on puisse les former au mieux sans que ce soit 12 années d'études. En 4 ou 5 ans, on peut former très bien ce type de personnel. La deuxième réflexion que je voulais faire est sur l'accréditation et enfin, la certification. Tout ça m'apparaît bien compliqué. Quand on regarde avec quelques items, on peut déjà sélectionner et savoir qui fait quoi. Et moi, j'adorerais que chaque année, je reçoive, je n'opère plus, mais j'aurais adoré recevoir chaque année sur mon ordinateur, à savoir si je me situais dans la norme française qui n'existe pas aujourd'hui en termes de prostatectomie radicale, de savoir si j'étais dans la pertinence des actes, à savoir faire cette opération chez des hommes de, en bon état général, de moins de 75 ans, et avec un cancer, un cancer localisé. Intervention tout à fait type de l'évaluation, puisqu'elle n'est jamais réalisée en urgence, toujours programmée et faite chez ces hommes en bon état général sans comorbidité. La deuxième chose, c'est que une fois la pertinence évaluée, l'évaluation du résultat. Et là, il n'y a pas besoin de se prendre la tête et de se compliquer les choses. Il suffit de 6 critères objectifs. Le taux de décès dans le séjour, le taux de reprise opératoire dans le séjour, le taux de transfert en réanimation non prévu ou dans un autre service de spécialité dans l'hôpital dans le séjour. Et enfin, le taux de transfert dans un autre établissement au cours du séjour. Ça suffit à savoir qui fait quoi. Deuxièmement, deux autres critères objectifs, le taux de marge positive lorsqu'on fait de la cancérologie, et ça c'est l'ANAPAT qui nous le donne, tout ça est fait sans qu'on ait à s'en occuper. Ça doit être automatiquement mis dans le PMSI. Et le taux de PSA à 3 mois. Et avec ça, on sait qui fait quoi. Et la deuxième chose, c'est l'évaluation subjective, celle du patient. Et là encore, on n'a besoin de personne. Il suffit d'appuyer sur le bouton et pour un malade donné qui a été opéré, hop, on lui envoie par email un questionnaire concernant sa qualité de vie sur le plan urinaire avec 4 ou 5 questions extrêmement simples. C'est en gros, je vais vous le dire là, c'est du genre. Alors, on le fait, ce questionnaire, pardon, avant l'opération, parce qu'il y a déjà des hommes qui peuvent être impuissants ou avoir des problèmes de continence. Donc, état des lieux avant l'opération et ensuite après l'opération. Et ça se situe sur des choses extrêmement simples du type de statut urinaire. Êtes-vous parfaitement continent? Avez-vous des fuites urinaires? Rarement, assez souvent. Il suffit de cocher, hein, simplement. Vous levez-vous dans la nuit? Bref, votre jet et comment? Enfin, tout ça est très, très simple. Tout est automatisé, il n'y a pas à s'embêter. Et moi, je reçois
hein, personnellement, à ce moment-là, mon résultat. Et on aura enfin, ce que je souhaite, des moyennes nationales. Et que se passera-t-il si je suis en dessous à un niveau extrêmement faible par rapport aux autres? Eh bien là, il faudra que j'accepte que des collègues, car des urologues parlent à des urologues, des chirurgiens cardiaques à des chirurgiens cardiaques et des orthopédistes à des orthopédistes. Il faudra, comme je l'ai eu, la seule instance qui m'a évalué dans ma vie de chirurgien, c'est l'EORTC, où deux collègues, un Hollandais et un Allemand, sont venus un mois après m'avoir écrit en disant on vient dans ton service. Ils ont tiré au sort 3 dossiers, ils les ont analysés. 3 heures après, ils me donnaient le résultat. Donc, je veux qu'on automatise complètement grâce à l'informatique la façon de nous évaluer. C'est simple, c'est pas la peine de se prendre le chou. On peut le faire demain si vraiment on a la volonté d'être évalué. Merci, bravo. Merci beaucoup. Cette réflexion. Luc fait un commentaire. Comment, Non, non, mais comment tu déjà, perçois? félicitations parce que c'est le topo le plus court. Et comme on est en difficulté au niveau des horaires, on apprécie beaucoup. Et après, c'est vrai qu'on est dans on va dire une vision très pragmatique des choses. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle souhaite commenter par rapport aux paramètres proposés et souhaiterait Ce qui est vrai dans ce qu'a dit. qu'il n'y a pas forcément le PSA dans toutes les spécialités, C'est par vrai. exemple. Juste un mot en ce qui me concerne, un commentaire par rapport à ce qu'a dit Guy Valencien et qu'avec Philippe Marr, on souligne tous, c'est un peu l'archipélisation du métier de l'opérateur, qu'il soit chirurgien ou interventionnel. Un élément important, c'est à chaque fois aujourd'hui, lorsqu'on parle d'opération, il faut penser interventionnel et chirurgien. Et il faut complètement intégrer ces deux dimensions. Et effectivement, dans ce cadre, il y a une évolution assez considérable des aptitudes et de ceux qui savent et qui peuvent faire. Et probablement, dans l'évaluation des compétences, il y a peut-être des compétences basiques pour lesquelles on pourrait donner une espèce de permis de conduire simple pour donner une autorisation de faire. Et puis après, ben, quand on monte en difficulté en compétences, en fonction de la complexité, eh bien, c'est peut-être de différents types de niveaux dans les permis d'autoriser l'autorisation de faire. Mais c'est des suggestions. Je n'ai pas la solution, c'est une réflexion. Et ça veut dire qu'il faut qu'on y travaille. Et c'est pour ça que je n'aurai pas de réponse aujourd'hui, mais ça peut être un groupe de travail à mener sur l'année à venir sur ces sujets-là. François Richard. Il y a plusieurs intervenants qui veulent pas prendre la parole. François Richard et Richard Villet. 2 minutes. Et je n'ai pas vu Jean Sibilla. Il est peut-être dans une salle la salle à côté. Il est en visio peut-être. Non, les propos de Guy sont toujours assez provocateurs, Assez mais stimulant. quand on regarde pour les problèmes de chirurgie pédiatrique qui se posent actuellement avec le nouveau décret, j'ai fait une étude sur 200 000 malades de ce qui opérait les enfants qui avaient entre 0 et 15 ans des pathologies urologiques simples, des organes génitaux externes. On peut penser que c'est les chirurgiens pédiatres, les urologues. En fait, il y a 8 spécialités, y compris les médecins généralistes, qui se trouvent dans les opérateurs à partir des chiffres de l'ACTAM et du SNDS. Il y a des vasculaires, il y a des digestifs, il y a tout un tas de spécialités qui ne sont a priori pas du tout compétentes en tant que telles dans leur programme pour faire ces interventions. Mais quand on regarde la vraie vie de ce qui se passe, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait ce dont on raisonne dans les congrès ou dans les différentes tutelles qu'on est amené à partager. Donc, je voulais simplement signaler ce fait. Faites le test, c'est très facile, à partir des chiffres des bases de données de SNDS, de voir qui fait quoi à partir de choses fréquentes. Il s'agit, c'est pas sur les extramphies vésicales que j'ai été voir, bien sûr. Merci. Richard Villet, si tu fais passer le micro devant, au premier rang, s'il te plaît. Oui, je voudrais me poser une question Parle fort dans le micro. Je voudrais poser une question courte et simple à la fois à Olivier Goyo-Bussonnière et à Lionel Collet.
Il y a 13 spécialités chirurgicales et en fait, on se rend compte depuis ce matin qu'on est de plus en plus peut-être hyper spécialisé, qu'on s'occupera peut-être de la valve aortique uniquement, du foie droit, du foie gauche, etc. Et je voulais voir quelle est votre position dans l'accréditation et dans la recertification du changement de diplôme. Parce qu'on a été avec la réforme du troisième cycle, et j'ai souvent dit ça, dans 13 maquettes très rigides. Et en fait, dans la pratique, les chirurgiens ne font pas nécessairement la maquette sur laquelle ils ont été formés. Et comment vous voyez dans cette recertification, cette fameuse VAE qu'on avait évoquée il y a quelques années et qui pourrait revenir? C'est pas Olivier ou c'est Lionel, je sais pas. C'est les deux, c'est les deux. Voilà. Micro, on prend un micro. En ce moment confrontés tous les jours à ce sujet, notamment aussi avec nos amis du Collège de la médecine générale, qui est la FSM, mais pour les généralistes, puisque un certain nombre de généralistes ont un autre exercice que celui de leur diplôme. Et au début, l'ordre, mais ce n'est pas du tout un reproche, avait une position assez stricte. On ne peut être certifié que dans son diplôme initial et les choses ont évolué. D'abord parce qu'on a œuvré dans ce sens, puis parce qu'avec l'ordre, on est arrivé à des compromis logiques. Et deux choses. Je disais tout à l'heure, on est en train de voir comment une personne pourra exercer quelque chose qui aurait pu être considéré comme un peu marginal par rapport à sa discipline, y compris chirurgicale, et opter pour un référentiel qui sera peut-être celui du voisin, sans changer, on n'en est pas là, sans changer de spécialité, sauf à aller le demander à une commission de qualification. Et si je reviens à ma petite spécialité, mais qui est proche d'une autre qui regroupe le thorax et le cardiaque, on va entamer une réflexion avec nos structures pour que un chirurgien vasculaire, finalement, puisse avoir une activité thoracique plus importante que son activité vasculaire du fait de sa formation et puisse revendiquer de suivre le référentiel que nous ont transmis, proposé les chirurgiens thoraciques. C'est la seule réponse à ce stade, mais c'est déjà une grosse évolution. Il y a des spécialités qui n'existent pas en tant que spécialité actuellement, mais qui sont, par exemple, on a accepté chez nous un CNP associé des soins palliatifs. C'est important. Il y a des gens qui ne font que ça et on y trouve des généralistes, mais aussi des psychiatres, mais aussi des anesthésistes dont le métier a évolué. Et on a obtenu que le référentiel de ces CNP puisse être porté par la fédération tant qu'ils n'ont pas une spécialité officielle. Et avec les généralistes, nous sommes d'accord là-dessus. Merci Olivier. On peut un élément de réponse de Lionel ou bien un cas d'usage que pourrait illustrer notre vice-présidente de l'Académie de chirurgie qui est spécialiste de scénologie. Et c'est vraiment une discipline qui navigue au travers de nombreuses CNP différents. Et donc, elle peut peut-être nous dire, c'est la chirurgie plastique, chirurgie, etc. Merci de me donner la parole. C'est vrai que le cancer du sein est plus fréquent de la femme. C'est vrai qu'il y a 12 000 morts chaque année et il n'y a pas de spécialité liée à la prise en charge chirurgicale des cancers du sein. Donc, on ne sait pas bien comment se positionner. On n'a pas vraiment de maquette de formation. Certains d'entre nous sont issus de la chirurgie plastique, d'autres de la chirurgie digestive, d'autres de la chirurgie gynéco-obstétricale. On n'arrive pas à se positionner. On n'a pas de nombre non plus d'interventions requis, on n'a pas de diplôme et il y a un vrai flou pour une pathologie très courante et mortelle. Donc c'est vrai que l'Académie nationale de chirurgie a ce combat-là pour essayer de faire le point et de proposer des pistes de réflexion sur ce qui n'est pas une spécialité.